Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à mercredi de plus, on se rapproche de la fin. À la fin de la saison, c'est le 30 juin, je prendrai quelques vacances. Je suis ravi de vous retrouver en tout cas pour ce nouveau moment où on va parler, on va parler un peu d'éco particulière, puisqu'on va parler d'économie de la santé, et puis on va parler de santé tout court, puisqu'on va faire un focus sur l'obésité aujourd'hui avec mon invité. Allez, je vous le montre tout de suite, et puis après je reviendrai sur moi. Le voilà, Jean Lagneau. Comment ça va bien, Jean? Oui, on est bien, écoute, ça va, Bruno, très bien. Bon, merci d'être venu dans ce salon. Donc, on va commencer cette émission comme chaque fois en remerciant, et c'est bien normal, la CCI de la Creuse et la CCI de la Haute-Vienne, que je remercierai jamais assez parce que c'est grâce à elles que l'émission peut continuer comme ça. Je vous rappelle simplement les règles. Je sais qu'en général, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. On a le droit de ne pas être d'accord avec moi ou d'accord avec Jean, mais par contre on reste poli. C'est pas parce qu'on est sur Internet que il faut se laisser aller. Allez, ben justement, on va commencer tout de suite avec Jean Lagneau. Donc Jean Lagneau, il est directeur du pôle SSR de la Mutualité française, centre de l'obésité Bernard Descotes à Saint-Thierry, l'hôpital de jour Baudin à Limoges et la clinique Saint-Germain. Que de travail. Il en faut, et puis c'est toujours intéressant. Bon. Alors on va, comme je le disais en introduction, on va voir un peu le cadre général de ce pôle SSR. On va aborder quelques points économiques, même si c'est de l'économie grand public. Mais avant ça, comme dans chaque émission, qui est Jean Lagneau? Qu'est-ce qu'il a fait avant d'arriver à avoir ces journées à rallonge, j'imagine, avec ce pôle SSR? Eh bien écoute, je suis dans le Nord-Pas-de-Calais, donc il y a maintenant 43 ans. Très vite j'ai bougé un petit peu puisque j'ai fait mes études donc à Sciences Po à Toulouse. Et après j'ai commencé à travailler à l'hôpital public de Rodez lors du déménagement de Combarel vers Bourran. Donc dans le sanitaire. Et après j'ai continué sur le pôle personnel, sur des structures d'accueil personnes âgées en EHPAD dans le 31, à Villeneuve-sur-Tarn, de la clinique psychiatrique en privé à but lucratif par la suite, du médico-social avec de l'IME pour la BAPI 77, pour venir il y a à peu près maintenant une douzaine d'années en Limousin, la Mutualité française Limousine. Donc comme le nom l'indique, tu vois, j'ai fait un peu ma transhumance. Puis l'herbe est verte en Limousin. D'accord. Alors, c'est des métiers, ça, alors effectivement, c'est des métiers à responsabilité. On peut imaginer que quand on a ce type de poste, on progresse en changeant de lieu. On peut l'imaginer. Est-ce que ça fait partie du métier ou est-ce que c'est une idée qu'on se fait comme ça de l'extérieur et finalement on peut tout à fait trouver un établissement ou une structure qui nous plaît puis rester... Je pense que ça fait un peu partie du métier, mais aussi on peut s'inscrire dans une structure qui plaît. La preuve, ça fait 10 ans que je m'occupe du centre de l'obésité. Moi, j'étais surtout intéressé par les projets des ouvertures. C'est l'hôpital de Rodez qui m'avait donné envie de ça. Ouais. Et l'intérêt de mon parcours, si tu veux, à la fois en travaillant pour la fonction publique hospitalière, le privé à but lucratif, et à la fin pour la mutualité, pour le privé à but non lucratif, au travers de mes expériences, j'ai pu prendre à chaque fois le bon de chaque expérience. Et finalement, moi, j'ai trouvé ma voie dans la troisième voie qui est la mutualité. Et depuis, j'y suis resté et j'y suis plutôt pas mal. Bon, allez, on en sait un peu plus sur Jean Lagneau. Si vous êtes là, si vous regardez, moi je ne sais pas pour l'instant qui est là, et s'il y a des personnes, n'hésitez pas à vous faire connaître, on en a besoin. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Allez, donc... un parcours à la fois varié et rectiligne parce que toujours sur les postes de direction, varié dans la mesure où effectivement ça t'a permis de toucher à toutes les typologies, je dirais, d'établissement et de trouver peut-être ta place en tout cas depuis 12 ans et de faire une idée un peu plus précise. Bon, alors, je le dis souvent en général, dans ce salon, il passe des gens qui ont bossé à l'école. Il a bossé à l'école, il n'est pas venu comme ça. On ne vient pas non plus directeur en étant un cancre fini, mais en tout cas, ça m'a content. Alors, c'est le moment de faire le point sur la mutualité française Limousine. Alors, c'est quoi cette structure et en quoi elle gère le pôle dont toi tu t'occupes? Alors en fait, si tu veux, la Mutualité française Limousine, donc maintenant qui fait partie, qui est adhérent au groupe Vive, eh ben, elle va gérer plusieurs services
de soins et d'accompagnement aux personnes. Donc, les services que l'on propose pour nous, les gestionnaires d'établissements, on va de la petite enfance avec des crèches, à des pharmacies, à des établissements sanitaires, à des EHPAD. Donc, l'idée, c'est vraiment d'offrir à la population, partout sur le territoire, une offre de qualité, accessible à tous, que ce soit économiquement ou géographiquement parlant. Comment on pourrait définir le positionnement de la mutualité? Quels sont, peut-être, j'imagine, c'est d'abord un positionnement de valeur? Alors, c'est effectivement un positionnement de valeur qui est très important. Moi, là où j'ai trouvé vraiment ma voie avec la mutualité, c'est qu'à la fois, ça, cette notion de la fonction publique hospitalière à laquelle j'étais très attaché, vraiment le soin pour tous, accessible à tous, peu importe les conditions financières ou géographiques, et cette réactivité, si tu veux, qu'on trouve un peu plus dans le privé, tout simplement parce que souvent les structures sont moins grandes, donc quand une structure est moins grande, ça te donne aussi l'opportunité d'avoir un peu plus de réactivité. Très bien. Alors, le pôle SSR, on a dit, tu étais directeur du pôle SSR. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, SSR? Alors, SSR, c'est dire soins de suite et adaptation. En fait, au 1er janvier, c'est devenu ESMR, établissement de santé, de médico et rééducation. Je ne me suis pas encore adapté. Et réadaptation, pardon, je ne me suis pas encore habitué. Et ça correspond vraiment plus à ce que l'on fait, tout du moins la vision nous que l'on avait du SSR. Trop souvent, le SSR, c'était vu comme un établissement à la suite d'un épisode aigu, d'une hospitalisation, et tu allais là pour un peu faire de la convalescence. Alors que finalement, le SSR, avec le développement des pathologies chroniques, on va plus proposer un accompagnement au long cours, avec des soins pour des personnes, avec quand même des professionnels paramédicaux spécifiques qui vont proposer une prise en soin globale et diversifiée, tous ensemble, autour de ta problématique de santé. Donc c'est vraiment plus de l'amont, plus de l'aval d'un établissement de l'hôpital, d'un établissement hospitalier MCO, mais vraiment ça peut être aussi une continuité, et c'est avant tout des professionnels et cette notion de rééducation et de réadaptation pour que les personnes puissent, dans leur quotidien, maintenir leur vie. On est plus dans le parcours? Alors, on est justement toujours dans le parcours. On est plus dans le parcours, oui, on est plus dans le parcours. Oui, on est toujours et encore plus dans le parcours, puisqu'on n'est plus nécessairement une parenthèse dans un parcours de soins. On peut vraiment accompagner au long cours. Tu as cité MCO. Alors, je ne suis pas un gars du médical, alors c'est quoi? MCO, c'est un rapport. MCO, c'est médecine chirurgie obstétrique. D'accord. Donc c'est en fait l'hôpital ou les cliniques privées. D'accord. Alors, pareil, tu évoques les pathologies chroniques. Oui. On va revenir dessus, mais qu'est-ce qu'on entend par pathologie chronique? Alors une pathologie chronique, c'est en fait une pathologie qui va évoluer dans le temps, pour laquelle on ne guérit pas forcément et on va vivre avec. Ouais. Donc elle n'est pas forcément létale, mais on va vivre avec au long cours. Ça peut modifier nos habitudes de vie. Et justement, l'objectif est de faire comment s'adapter à cette nouvelle info qu'on a en tant qu'individu et comment maintenir notre qualité de vie au maximum avec nos habitudes un petit peu d'avant la découverte de sa pathologie chronique. Des exemples de pathologie chronique? Je vais prendre un exemple plus connu. Le diabète est une pathologie chronique, l'obésité. Si on reste dans le thème de ce que l'on fait aussi, la déficience visuelle. Ouais. On peut avoir des pathologies auditives également, sensorielles. La BPCE, l'apnée du sommeil peut faire partie des pathologies chroniques autour de la question un petit peu pneumo-affection respiratoire, effectivement. Très bien. Alors, on va rentrer un peu dans ces services ou ces établissements que tu gères. Donc, on va commencer, même si on y reviendra, par le centre de l'obésité. C'est plus simple à présenter.
Puisque finalement, au centre de l'obésité, on propose une prise en charge de l'obésité, donc des maladies métaboliques et endocriniennes. Donc on va aussi traiter des problèmes de diabète. Donc en séjour en hospitalisation complète de 3 semaines, on peut proposer également des séjours en hospitalisation de jour, donc sur des journées. On va suivre le programme tout en rentrant au domicile le soir. Et on propose également un suivi à nos patients en hospitalisation de jour et en hospitalisation de semaine. C'est une structure qui a un seul type de public. Voilà. Un seul type de public. Combien de places? 50 places, 50 lits et 2 places en HDJ. Et c'est à Saint-Thierry-la-Perche. C'est à Saint-Thierry-la-Perche. Voilà. À côté de ça, bien sûr, on y reviendra. La clinique Saint-Germain. Alors, la clinique Saint-Germain à Brive, historiquement, la clinique Saint-Germain, c'était une clinique médecine, chirurgie obstétrique assez connue pour sa maternité. Et si tu veux, l'offre de soins sur le territoire corrézien, on était dans un rayon de 40 km. 4 établissements à faire de la médecine chirurgie obstétrique. Et si tu veux, par rapport à l'évolution, c'est un établissement qu'il fallait un petit peu reconvertir. Et il manquait justement une offre SSR spécialisée sur le territoire corrézien. Donc avec le concours de l'ARS et de l'hôpital de Brive, on a transféré l'agence régionale de santé, on a transféré notre activité de chirurgie au centre hospitalier de Brive, qui se déroule toujours dans les murs de la clinique. Et nous, on s'est vraiment spécialisé donc sur le SSR autour de plusieurs activités. Voilà. Donc première activité, alors attention, il y en a 6. Tranquille. La première activité qu'on a ouverte en SSR, c'est l'URCA, c'est la cardiologie en hôpital de jour, où les patients donc, viennent sur des demi-journées, donc pour suivre un programme de réadaptation cardiaque après une intervention cardiaque. Donc on a également l'URMEA, donc unité de réadaptation métabolique endocrinienne ambulatoire. Donc là, qui va proposer un programme d'éducation thérapeutique pour des patients qui souffrent de surpoids, d'obésité, diabète et donc maladies endocriniennes et métaboliques. On a également le SSR en hospitalisation complète. Donc on a 30 lits, 20 lits en SSR polyvalent, 5 lits en métabolique endocrinien et 5 lits en cardiologie. Donc ça, c'est la dernière activité qu'on a ouvert au 31 janvier de cette année. Et là, on devrait ouvrir au mois de septembre début octobre, donc une activité de réadaptation pour les affections respiratoires. Donc pneumologie, etc. Ça fait combien de personnes, combien de personnel ces structures? Donne-moi 2 minutes pour réfléchir. Ouais, à peu près, c'est pas une interro écrite, mais c'est au moins pour qu'on se rende compte un peu de... Je dirais à Bistodénas, comme ils disent à Toulouse, à peu près 180 personnes, 180 salariés. 180, alors on viendra, c'est vrai, on arrivera sur la thématique de l'obésité, où là on décrira un peu plus précisément les personnels. Alors on va juste changer de plan. On va... on a oublié l'hôpital de jour, dedans. L'hôpital... Eh oui, j'ai oublié. Alors qu'on a l'image. Oui, parce que c'est une alors c'est quoi l'hôpital? L'hôpital de Bodin, si tu veux, c'est un établissement qui propose qu'en hospitalisation de jour. Son gros programme, c'est la rééducation fonctionnelle. Donc soit après des problématiques d'épaule, de hanche et de genoux. Mais là aussi, si tu veux, on s'est positionné un peu aussi autour de pathologies chroniques, puisqu'on a un programme sur la prise en charge de l'obésité infantile. On en a également sur les personnes âgées à risque de chute, c'est le programme parachute. On a également un programme sur la rééducation fonctionnelle du rachis. Donc tu sais, c'est autour de lombalgie chronique, le problème de rachis, les douleurs, donc avec un programme qui va permettre de remuscler le dos pour éviter les douleurs et retrouver la mobilité. Et on a un programme aussi sur la déficience visuelle. Donc c'est justement pour des personnes qui ont une perte d'acuité visuelle, qui risquent de s'aggraver ou se maintenir. Donc comment vivre aussi avec cette perte de sens qui arrive progressivement. Très bien. Voilà. Donc une offre de service extrêmement variée. Est-ce qu'il y a des points communs entre les différents services? Je dirais une approche commune ou... Je pense qu'effectivement, ce qu'on peut mettre comme approche commune, c'est qu'on va vraiment partir des besoins, des objectifs du patient.
Donc à partir de là, on travaille un petit peu en s'appuyant sur des marges d'éducation thérapeutique. Donc je ne sais pas si c'est connu. C'est l'éducation. Voilà. Il faut expliquer aux gens. Donc l'éducation thérapeutique, c'est vraiment vous partez des objectifs du patient et en face on va mettre les moyens pour les patients pour atteindre ces objectifs. Donc bien évidemment, l'éducation thérapeutique, ça se base aussi sur une participation active du patient. Le patient il est acteur de sa pathologie, c'est lui qui vit avec, c'est lui qui est maître, mais on va lui donner des astuces, des outils qu'il va utiliser. Après, l'outil l'utilise comme il veut. On prend souvent l'exemple du clou et du marteau. Le mieux pour planter un clou, c'est de prendre un marteau. Mais si dans ma boîte à outils j'ai un tournevis, je peux tout à fait planter mon clou avec un tournevis. Ça prendra juste un peu plus de temps. L'éducation thérapeutique, c'est aussi pour le patient la possibilité d'avoir un programme en fonction de son mode de vie. C'est ça? C'est ça. C'est-à-dire n'importe quel patient, n'importe quelle personne a ses contraintes de vie personnelle, de vie professionnelle. Et donc, il ne s'agit pas dans l'éducation thérapeutique de donner une injonction au patient, faites ci, faites ça, mais plutôt de co-construire avec lui les moyens pour répondre au mieux sur ces indicateurs qui vont améliorer sa santé. D'accord. Très bien. Alors, donc l'expérience patient, on a vu la prise en soin transversale et multidisciplinaire. C'est le grand avantage du SSR. Vu que le patient il reste un peu plus longtemps, eh ben, tu vas avoir l'occasion de travailler avec lui sur des questions un peu plus de fond. Et donc avec des professions paramédicales qui en ville sont pas nécessairement remboursées par la sécurité sociale, donc non accessibles à tous. Et donc tu as une vraie approche globale autour du patient avec des professionnels qui travaillent vraiment en transdisciplinarité. Et volontairement, j'utilise le mot transdisciplinarité et pas pluridisciplinarité, parce que c'est pas des cases parallèles. Il y a vraiment des champs qui se recoupent entre les uns et les autres. Alors c'est fameux, parce que là aussi, tout le monde ne connaît pas forcément l'environnement médical ou paramédical. C'est quoi ces fameux paramédicaux? On parle de qui? Alors tu peux avoir des orthoptistes, des diététiciens, des psychomotriciens, des psychologues, des APA, des ergothérapeutes, des kinés bien évidemment, je sais pas, vous oubliez personne si on veut engueuler, des APA, mais grosso modo, toutes ces professions qui accompagnent le patient et ensemble, ils vont travailler sur différents aspects du patient. Et notamment sur la pathologie chronique, c'est important. Si tu veux, on ne va pas traiter un organe, on traite un individu avec sa problématique, on accompagne l'individu dans son ensemble. Très bien. Développement de la recherche et de l'innovation. Oui, alors ça c'est un gros avantage, c'est un petit dada qu'on a à la mutualité et également sur le pôle SSR. C'est ce que je te disais, l'avantage c'est que les patients à l'hôpital sont sur des durées courtes, de plus en plus. Nous, nos patients vont avoir un type de pathologie, donc la même pathologie, et ils vont rester quand même 3 semaines avec souvent un suivi. Donc ça nous permet de développer et d'expérimenter des méthodologies de soins, d'approche en soins. Alors on n'est pas sur la recherche fondamentale, médicamenteuse, etc. L'approche en soins est donc d'évaluer les impacts que ça a sur le patient. Et donc dans ce cadre-là, le Centre de l'obésité a par exemple travaillé sur le programme d'éducation thérapeutique et sur l'impact sur la qualité de vie du patient pour mesurer, et ça nous permet nous aussi après de réajuster nos prises en charge ou de les étoffer. Et sur un truc un peu plus technologique, je vais prendre l'hôpital de Jean-Baudin par exemple, qui a travaillé sur un outil avec l'ETSIL, ici à Limoges, pour justement travailler sur le champ visuel au sol, et donc l'évaluation du champ visuel au sol pour les personnes qui sont atteintes on va dire, de troubles visuels assez avancés. Très bien. Donc, à la fois des activités extrêmement variées, mais autour du patient, au bénéfice du patient, des équipes qui travaillent ensemble, des professionnels qui travaillent ensemble pour apporter une véritable cohérence et bien sûr une véritable efficience. Et ça répond à une de tes premières questions. Est-ce qu'on peut rester un moment longtemps dans un établissement? Moi, là où je m'éclate dans le SSR, tu vois, c'est que tu as une telle diversité d'approches, de prise en charge, une telle potentialité, que finalement, ça fait 12 ans que j'en fais et que je ne m'ennuie pas.
Voilà. Allez, ben, on va vous proposer, alors je sais pas, je sais toujours pas s'il y a quelqu'un. Écoutez, faites-vous connaître, on verra. Hein, sinon, ça veut dire que vous êtes déjà au barbecue et puis que vous regarderez cette émission demain. Alors, quelque chose d'un peu particulier, puisque on va entamer la partie sur l'obésité. On va vous dire pourquoi, hein, parce que demain, il va y avoir une manifestation à Brive-la-Gaillarde autour de l'obésité. Là, je vais vous passer une vidéo qui est beaucoup plus longue que d'habitude. Elle dure 5 minutes, mais je n'ai pas eu le cœur à la couper parce que je trouvais que la vidéo était tout à fait cohérente par rapport à ce qu'on va vous proposer et ce dont on va parler après. Donc écoutez, je la laisse, je vous laisse faire connaissance avec les protagonistes de cette vidéo qui a été très bien faite et puis on en discute après. J'avais fait un premier séjour dans un établissement où on était dans la restriction alimentaire, avec beaucoup de culpabilisation, ce qui a été efficace pendant quelques temps et qui m'a ramené à moins 20, plus 30. Voilà. J'ai été très découragé pendant un certain temps. Je me suis renseigné sur les divers établissements et j'ai fini par avoir l'adresse de Bernard Descotes ici et j'ai rempli mon dossier. Et qu'est-ce qui a été différent du coup ici ? Ici, on n'était pas dans un établissement de type perte de poids. On était dans un étabbissement où on nous apprenait à gérer nos comportements alimentaires et l'activité physique avec une écoute de nos besoins, de nos difficultés, des intervenants qui pouvaient nous répondre, nous projeter un petit peu dans l'avenir. Et j'ai désappris à être obsessionnel sur mon poids, sur la pesée des aliments. C'est interdit, c'est autorisé. Parce que plus on me disait ça, évidemment, plus j'avais envie de manger. Hein. Et ici, j'ai appris que tout était autorisé et que tout était une question d'équilibre. Hein. Donc, le premier séjour de 3 semaines. Et ensuite, le retour à domicile, une fois sorti de ce cocon. Le premier séjour a été productif dans mon apprentissage. Le problème était différent quand je suis rentré chez moi, parce qu'effectivement, là, on est au pied du mur. Heureusement, il y a un suivi qui est organisé. J'ai eu quand même une grande frustration dans le suivi. Au bout de 4 mois, on revient. On a une journée de mise au point qui est excessivement rapide. On prend la voiture, on arrive ici, on fait la course sur 3-4 ateliers, et on repart. Et on se dit, mais il s'est rien passé. C'est pas quelque chose qui vous correspondait à vous? Ça m'allait pas du tout, moi. Je repartais d'ici, j'étais content d'avoir vu les gens, mais j'étais frustré parce que finalement, toutes mes problématiques étaient mélangées à celles des autres et j'arrivais pas à y trouver mon compte. Moi, je voudrais revenir 1 semaine tous les 3 mois. Donc c'est là que je vous ai contacté, je vous ai fait le bilan un petit peu de mes difficultés et je vous ai dit voilà, j'ai besoin de travailler tel et tel et tel et tel atelier. Alors au début c'était surtout l'atelier diététique, un peu la psycho. Le deuxième séjour, c'était plus du tout la diététique, c'était plutôt centré sur le corporel. On se nourrit de votre expérience patient pour faire évoluer différentes choses au niveau du centre, à la fois nos programmes d'éducation thérapeutique, ce fameux tronc commun de 3 semaines que vous suivez, qui vous donne un petit peu toutes ces bases, tous ces outils pour vous rendre autonome dans votre changement de comportement sur la durée. Mais ensuite, on sait pertinemment que dans cette pathologie chronique qu'est l'obésité, il y a la nécessité de la mise en application des outils dans la vraie vie, la nécessité de garder cette motivation sur le long terme. Et donc votre expérience patient, elle nous permet également de faire évoluer nos modalités de suivi. Tout à fait. Et ce que j'apprécie quand j'arrive, c'est que mon planning est fait. Et je sais exactement ce qui va se passer. Et on a tenu compte de ce dont j'avais besoin pour aller mieux pour les 3 mois qui viennent. Et c'est vrai que c'est très important pour nous parce que dans l'éducation thérapeutique, on vous place patient au centre de la prise en soin et tout doit graviter autour de vos attentes et de vos besoins. On a 2 projets de recherche qui ont été soutenus par la Fondation de l'Avenir qui se sont menés au niveau du centre. Un premier qui portait vraiment sur l'impact de la fréquence du suivi, sur la perte de poids de nos patients, les comorbidités associées, de la qualité de vie, etc. Parce qu'on avait à cœur de construire ce suivi pour nos patients et il y avait à cette époque-là peu de recommandations. Alors le constat qu'on a fait, c'est que malgré la fréquence de suivi relativement proche, il nous est arrivé d'avoir des perdus de vue. Donc on a fait encore évoluer les choses, évoluer notre suivi, on proposait de nouvelles modalités, l'hôpital de jour que vous connaissez, l'hospitalisation de semaine, et là actuellement il y a un autre projet de recherche qui est en cours sur l'établissement
qui est plus dans la notion de parcours du patient, voir un petit peu l'impact de notre prise en soin en éducation thérapeutique sur la qualité de vie de nos patients à 6 mois d'une hospitalisation. En tout cas, pour moi, je pense que ce qui est important, c'est la durée. C'est une maladie chronique, donc c'est la durée. Après, une journée, une semaine, le suivi. Alors je vous rejoins sur la durée du suivi qui est importante. Maladie chronique, c'est important de vous suivre sur une certaine durée. Mais après, c'est très important qu'il y ait tout un panel de propositions qui soient faites aux patients pour que ça puisse s'adapter à chacun. Lorsqu'on échange avec vous, c'était pas forcément satisfaisant, ça ne correspondait pas à vos attentes. Et c'est pour ça qu'on est sorti vraiment de ce cadre rigide, standardisé, pour proposer quelque chose de beaucoup plus à la carte, à la fois par rapport aux modalités qu'on a pu proposer, hospitalisation de jour, hospitalisation de semaine, mais à la fois sur la durée du suivi. Parce que là encore, chaque patient est différent et les besoins ne sont pas les mêmes. D'où l'importance d'un projet personnalisé. Exactement. Voilà, finalement c'est passé vachement vite, il est super bien fait ce film. Eh bien, écoute, il est très bien fait, effectivement la Fondation de l'Avenir nous a soutenus sur des projets de recherche. Et c'est dans le cadre d'un congrès où vous voulez mettre en avant comment on peut s'inspirer d'une expérience patient pour développer ces modalités de prise en charge. Et donc, il y a eu cette proposition de vidéo avec ce patient et c'est vrai que c'est très intéressant. En fait, ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'on n'est pas sur une interview, même si Jessica Tavernier, elle est au top là, elle est au top. On l'appelle la Mélissa Torio du centre de l'obésité. La Mélissa Torio du centre de l'obésité. Bon, écoutez, très bien, félicitations Jessica. En tout cas, si elle veut faire des interviews un jour, moi je veux bien l'accueillir parce qu'elle est vraiment douée. Mais là, ça va au-delà d'une interview. En fait, c'est bel et bien un échange. Et je trouve que ça rejoint bien ce que tu disais tout à l'heure, au travers de l'expérience patient. Tout à fait. Et en fait, vraiment ce qui est important comme tronc commun, tu parlais tout à l'heure, au niveau de tous les établissements, c'est vraiment comment on va réussir à personnaliser la prise en charge. Et donc, on part souvent sur les établissements, on a bien sûr un programme de rééducation, réadaptation qui est un peu standardisé, et chaque patient, au fur et à mesure, il a des besoins spécifiques. Donc là, on va s'appuyer à la fois sur des ateliers collectifs qui vont faire un peu office de tronc commun, qui sont nécessaires et vraiment bénéfiques pour le patient, quelle que soit la pathologie, et au fur et à mesure, en fonction de ses besoins, de ses demandes, de comment on le sent, on va étoffer ça avec des prises en soins individuelles. Donc ce qui permet à la fois, nous organisationnellement, d'avoir une structure qui nous permet de fonctionner et vraiment d'optimiser le fonctionnement des structures, mais tout en laissant la place à l'adaptation au patient. Donc ça peut être le cas dans le cadre d'un programme, pendant la prise en charge du patient, ça peut être le cas dans le cadre du suivi. Là, si on prend l'exemple, avant notre suivi, les patients leur proposaient un suivi en hospice jour à 4 mois, à 8 mois, à 12 mois. Sauf que le besoin du patient n'était pas forcément à ce moment-là. Et donc, ce patient nous a permis d'évoluer et de dire, en fait, le suivi, le patient, vous revenez quand vous voulez. Vous revenez quand vous voulez, quand vous avez le besoin, etc. Et donc, on a des programmes d'HDJ sur le suivi. Et donc, il va revenir. Alors, attention aussi, il faut bien préciser une chose, on est dans un parcours. Donc, le SSR ou le SMR, il n'a pas vocation à se substituer aux acteurs de proximité du patient. Le médecin traitant, l'infirmière, le médecin spécialiste, ça, c'est pas notre rôle. Donc, c'est vraiment être un maillon, ce chaînage autour du patient. Et vraiment s'adapter à ses besoins. Cette expérience patient aussi du centre de l'obésité, tu vois, ça nous a permis de développer aussi le concept qu'on a fait sur Brive, avec l'URMEA. Au centre de l'obésité, tu es sur un séjour de 3 semaines. Donc, c'est un peu loin, en hospice complète. Tout le monde n'a pas la possibilité de couper sa vie pendant 3 semaines pour venir en hospitalisation. Et donc, à l'URMEA, du coup, on a fait une proposition. On est sur de l'HDJ. Hôpital de jour. Hôpital de jour, excuse-moi, c'est le réflexe. Non, mais c'est pas grave. Donc, hôpital de jour. Le patient vient sur une demi-journée et il définit avec le médecin sa fréquence et le nombre aussi de venues qu'il fera sur le programme. Le programme est composé en tout de 21 à 23 demi-journées. Mais si lui, il en a besoin de 6, il vient sur 6 avec les thèmes des ateliers qui reviennent.
Si, pareil, sur sa journée, eh ben, il y a peut-être un atelier qui l'intéresse moins, eh ben, il peut faire 2 ateliers et demander une prise en charge individuelle, un entretien individuel avec un des professionnels qui est dispo à ce moment-là. Donc l'idée, c'était vraiment de s'adapter aux contraintes de la vie professionnelle et personnelle du patient. Et surtout avec ça, la fréquence définie par le patient, eh ben, le patient, imagine, il fait les 21 ateliers, à hauteur d'une fois, 21 demi-journées, à hauteur d'une fois par mois, puisque s'il estime qu'il a besoin, eh ben on va pouvoir l'accompagner pendant 2 ans. Et entre-temps, il va venir, il va mettre en place des expériences, on a un retour, on a un feedback. Les 2 structures peuvent travailler ensemble. Par contre, le centre d'obésité, là, c'est intéressant, c'est que souvent, sur la pathologie chronique, tu as besoin d'un élément déclencheur, si tu veux, d'un départ. Et donc, ça va permettre de pouvoir être sorti de ton environnement qui est des fois, c'est compliqué de tout gérer en même temps. Donc, isolé pendant 3 semaines, enfin, tu n'es pas isolé, hein, tu gardes les contacts, sûr, etc. Mais tu peux te recentrer sur toi et justement, ça permet de vraiment mettre le pied à l'étrier correctement. Alors moi, tu vois, la façon dont tu me le racontes, je me dis c'est super, hein, parce que voilà, tout le monde est proactif, tout le monde participe, mais ça veut dire quand même miser sur une véritable participation du patient et une participation, je dirais, raisonnée. Alors je fais un peu le candide exprès, mais alors, surtout sur la thématique de l'obésité, on rentrera plus précisément, mais j'imagine que les gens, ils veulent que les choses avancent, ils veulent, voilà. Et est-ce que quand on met les mains, quand on donne les clés du camion un peu comme ça, finalement les gens gardent cette mobilisation sur la durée, restent investis sur toute la durée? Alors effectivement, tu as raison sur un truc, la clé, c'est la motivation. Ouais. Donc on va travailler avec le patient sur sa motivation, comment la voir, comment la garder, comment la nourrir. Et puis sur la pathologie chronique, eh ben, il y a un moment, eh ben, tu es moins observant. À un moment, tu lâches. C'est vrai. Et sur le fond, c'est apprendre aussi à déculpabiliser de ça. C'est pas parce qu'on a lâché un moment qu'on ne peut pas tout reprendre. Et de savoir regarder aussi hein, le chemin parcouru et de travailler. Mais effectivement, il faut une participation active du patient et puis il faut un environnement aussi à la maison qui comprenne. Souvent, le patient vient au centre et dit ben, « moi, je veux perdre du poids ». Très bien, on va travailler avec lui. Pourquoi? Et donc là, au fur et à mesure de son séjour, il va formuler un peu plus ses objectifs. Et ben, par exemple, pour pouvoir refaire mes lacets, simplement parce que j'ai mes petits-enfants, et ben, je veux pouvoir me balader avec eux. Tout simplement parce que j'ai mal. Puis d'autres, ben, c'est parce que mon chirurgien m'a dit qu'il ne m'opérait pas du genou si je n'avais pas perdu un peu de poids. Et donc, on va sortir de cette focalisation du poids pour passer sur une vision beaucoup plus globale de bien-être. Le poids n'est qu'un indicateur là-dedans. Et autre question, c'est là aussi, je me fais un peu l'avocat du diable, mais... T'es pas veillé en Prada? Oui, c'est vrai. Ah non, loin de là. Loin de là. On a compris, il y a plein d'activités, plein de choses qui se passent. On est vraiment sur ces accompagnements et ces prises en charge à la carte. C'est facile par rapport aux professionnels, ça, à gérer. Alors, c'est vraiment une philosophie, un état d'esprit. Ouais. Alors, quand tu dis on est à la carte, on n'est pas totalement à la carte. Bien évidemment, pour que ce soit gérable, tu as un ensemble de figures imposées. Mais comme dans toute réadaptation, puisque tu as besoin d'avoir des nouvelles connaissances, tu as des outils, non seulement il faut te les présenter, mais il faut t'apprendre aussi à les utiliser. Et donc, en fait, si tu veux, c'est le plus. Dans l'organisation des professionnels, on a toujours du temps de libre pour pouvoir caler de l'individuel, quelle que soit la structure. Donc, et c'est là où arrive la personnalisation par rapport au patient, et c'est là où c'est plus facile aussi pour le professionnel à gérer. Je pense que le professionnel ne ferait que du collectif, même si chaque groupe est différent, ce serait moins passionnant pour lui. Donc avoir cette dose aussi d'individuel, vraiment de pouvoir spécifier sur une problématique propre au patient et apporter ses compétences sur sa problématique propre au patient, bah, finalement c'est un plus. Ouais. Alors justement, ces fameux professionnels dont on parle, qui sont-ils? Ben, déjà, ils sont formidables. Ouais. Attendez, je le remets en gros plan. Vas-y, allez. Alors, ces professionnels,
Bah déjà, ils sont formidables. Voilà. Alors, comme je dis souvent aux patients, tu sais, des fois, il y a des patients qui, en fin de séjour, qui me disent « Oh, merci, c'est bien ce que vous faites et tout ». Moi, je leur dis « Moi, je ne fais rien. Ouais. C'est eux qui vous prennent en charge et c'est eux qui vous proposent des choses. » Donc, tu as différents... Là, sur l'obésité, on va travailler beaucoup parce que, voilà, en fonction de la pathologie que tu traites, tu vas avoir des types de professionnels différents. On va avoir le diététicien, ce qui paraît logique. Mais alors attention, je fais juste une précision. Au centre de l'obésité, l'objectif justement, c'est de sortir du carcan, de dire pour maigrir, t'as qu'à manger mieux et bouger plus. Si ça marchait, ça se saurait. Alors, c'est dommage, je refais un plan là. C'est dommage parce qu'on n'a pas pu les mettre, voilà. Il faut savoir que les diététiciens, ça vaut le coup quand même, parce qu'elles ont préparé des petites vidéos pour demain. Alors non seulement je pense qu'elles sont extrêmement compétentes, mais en plus, je pense qu'elles doivent avoir le sens de l'humour. Hein. L'objectif, c'est d'avoir une équipe fun. Hein. Voilà. Donc, et en fait, tu vois, en diététique, ben, c'est justement ça. On va pas du tout, ce que disait le patient, travailler sur la restriction. Ça, c'est interdit, ça, c'est interdit. Sur le fond, tout peut être autorisé. La notion de plaisir est très intéressante. Ouais. La notion de sensation alimentaire. Plein de personnes en situation d'obésité mangent vite, remplissent. Ouais. Et là, on n'est plus sur un phénomène psychologique de on remplit un manque, etc. Et on a toujours le rapport un peu récompense à l'alimentation ou réconfort. Donc ça, c'est aussi important de travailler là-dessus. Et puis, bien évidemment, sur le bien manger, mais toujours cette notion de plaisir. Ce qui est essentiel, si tu ne prends pas plaisir à manger, eh ben, tout simplement, comment mieux manger? Bien sûr. Bien sûr. Voilà, comment écouter sa sensation corporelle. Après, on va avoir bien évidemment la psychologue, on va pouvoir travailler justement sur ce lien. Et tu vois, à chaque fois, chaque professionnel intervient sur des champs propres et des champs communs. Au bénéfice de... J'en profite pour dire, pardon, juste bonjour à Rizlan. Bonsoir Rizlan, et bien voilà, ça commence à arriver, je sais pas, peut-être, oui, voilà. Rizlan, et puis Frédéric, ah Fred, salut Fred, bonjour, depuis Orléans, hein, on nous regarde, donc il est temps de porter la bonne parole. Bonjour à toutes, faites-vous connaître, surtout si vous venez. Donc voilà, le sport. Oh, tu me zappes la psychologue quand même. La psychologue, eh oui, la psychologue. La psychologue, c'est très important. Alors, on est d'accord, la psychologue, elle n'est pas là pour fouiller, creuser, etc. Comme je dis des fois avec humour, c'est pas une spéléologue des boyaux de la tête. Donc, elle est là aussi avec des techniques pour travailler sur la gestion des émotions, la gestion de l'image de soi, le lien qu'on a avec l'alimentation. Pourquoi je mange? Quand? Qui n'a pas, un jour où il était déprimé, éclaté un pot de glace ou un pot de Nutella devant la télé? Oui, ça, qui voilà. Donc, on va travailler aussi autour de cette notion de qu'est-ce qui me met en inconfort et pourquoi je mange. Et tu vois, quand on parle sur la non-restriction, moi je prends souvent un exemple. J'adore le fromage. Tu me prives d'un plateau de fromage pendant 3 semaines, et bien automatiquement je vais rentrer chez moi, je vais éclater le plateau. Alors que si je mange un peu de fromage tous les jours, je me fais plaisir, je remplis mon besoin et je ne suis pas dans le trop. Et souvent la difficulté des régimes restrictifs, c'est que tu t'interdis quelque chose et l'alimentation, on y est confronté tous les jours. On va faire ses courses et on doit manger. Et donc quand tu te retrouves en face, eh ben tu exploses et là tu te remplis de nourriture que tu n'apprécies pas et en plus tu te remplis de culpabilité parce que tu dis merde, j'ai craqué. C'est clair. Et les plats préparés? Les plats préparés, bah, c'est vrai que c'est mieux de pouvoir faire ces plats, sa cuisine soi-même, mais là aussi, c'est le plaisir de faire. Bien sûr. Tu as plaisir de faire à manger souvent, si tu vas avoir plaisir à le manger derrière. C'est clair que ça nécessite un repositionnement, hein, quand même. Ça nécessite... Une approche, moi je l'ai fait, hein, donc je sais à peu près de quoi je parle, mais ça nécessite un repositionnement. Et effectivement, le rôle de la psycho est important là-dedans, parce que ça nous aide aussi à prendre un pas de côté et avoir une vision sur ce que l'on fait et pourquoi redonner un sens aux choses, etc. Hein. Prendre un peu de distance, prendre un peu de recul, redonner du sens, prendre plaisir. Ce qui est important aussi, c'est prendre plaisir de faire, d'être dans l'action, de changer, de bouger, de reprendre le dessus.
Alors, on a vu la psy, d'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc, on en arrive au sport. Alors, on a des... Le sport, l'activité. L'activité physique adaptée. C'est pas forcément le sport. Et là aussi, l'objectif, c'est prendre plaisir à bouger. Prendre plaisir à bouger ensemble. Ouais. On va retrouver du lien social. Finalement, se rendre compte qu'on est capable aussi de faire. Et l'avantage avec l'activité physique, c'est que très rapidement, eh ben, tu vois les bénéfices en termes de capacité respiratoire, de souffle, etc. Mais là aussi, pour que ça reste un plaisir, il ne faut pas y aller comme un bourrin au début. Moi, je prends souvent l'exemple. Si tu n'as pas fait de vélo pendant 6 mois, tu te remets, tu vas faire 3 heures de vélo, tu vas avoir tellement de crampes et tellement mal aux fesses que tu vas plus en faire pendant 6 mois. Donc, ce qu'il faut, c'est le faire un peu dans des situations où on prend du plaisir. Et l'activité physique, ça peut être plein de choses. Ah, oui. Le jardinage, tu fais aussi un effort physique, entretenir sa maison, des balades culturelles. En fait, l'activité physique, c'est juste bouger, prendre plaisir à bouger, prendre plaisir à être dans l'action. Ça aussi, alors moi, je prends mon exemple, c'est toujours le plus mal, mais moi, je marchais très peu dans le temps. Je marchais très peu, alors que je suis à 1,2 km de mon boulot. Et je prenais la voiture. Tu vois. Alors effectivement, quand je pensais, je me disais, oh, il faut que je fasse de l'exercice, etc. Mais dans ma tête, je me disais, il faut que je fasse de l'exercice. Alors que finalement, quand j'ai commencé à arrêter de prendre la voiture pour aller bosser à pied, ça ne fait je me suis rendu compte que ça ne faisait qu'1,2 km, ça faisait mine de rien 20 minutes de marche tranquille, et c'est devenu une habitude. Et là, ben, ça fait 2 ans où je fais 6 km par jour, mais sans m'en apercevoir, tu vois, parce que je n'ai pas mis la contrainte. C'est ça. J'ai mis la possibilité. C'est toujours effectivement aussi ce petit pas de côté. C'est repenser sa vie, regarder peut-être de notre biais. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'y pense, il n'y a aucune cohérence à prendre sa voiture pour faire 1,2 km, tu vois. Quand on peut marcher. Quand on peut marcher comme incapacité, voilà. Tout à fait. Voilà. Et c'est surtout aussi, il faut y voir aussi les autres bénéfices. Ça aide à travailler sur la motivation. C'est que je suis sûr pendant ces 20 minutes, eh ben, ça te permet aussi de décompresser au fur et à mesure, de vider le boulot et t'arrives à la maison, le boulot il est resté derrière. Alors que dans les 5 minutes, avec la bagnole, t'arrivais chez toi, le boulot il était encore à la maison. Et c'est vrai que, oui Fred, merci, c'est gentil, mais il faut que je fasse attention, j'ai un peu repris, c'est pas grave. Mais j'en profite pour dire là aussi, on va continuer à parler justement des professionnels, parce qu'on a tendance à se dire un peu, tout le monde sait un peu ce qu'il faut faire. Tout le monde te dit, oui, mais je sais, il faut que je mange moins, faut que... Et moi, je me suis rendu compte d'un truc, parce que j'ai été suivi, j'ai fait l'effort d'être suivi par une diététicienne, et en fait, ça n'a pas le même impact de le partager avec quelqu'un, en plus qui n'est pas proche de nous, et alors en plus j'avais de la chance, c'était une diététicienne qui me proposait des choses en fonction de mon mode de vie, tu vois, sans tout bouleverser. Et ça n'a pas la même portée que soit si c'est ton père, ta mère, ta soeur, ta femme qui te dit. Tu vois, je trouve que c'est important cette confrontation entre guillemets. Alors non seulement c'est important le regard du professionnel, là où je suis pas forcément d'accord, c'est de dire on sait tous ce qu'il faut faire. Pas nécessairement, parce qu'il y a aussi un gros travail, on voit beaucoup de choses sur Internet, sur les réseaux et plein de fausses idées. On pense qu'on sait, hein, c'est pas... Nous, les patients arrivent au centre avec plein d'énormes fausses idées. Ils se sont privés de telle chose, ils se sont forcés à faire des choses et plein de fausses idées. Et finalement, ils se disent en sortant, c'est pas si compliqué. Ouais. Et effectivement, je te rejoins, tu as la confrontation avec le regard du professionnel, mais aussi l'intérêt de l'atelier collectif dans l'obésité. C'est que tu dis, ben tiens, moi je suis pas seul, tiens lui il a ce problème, tiens lui il a essayé ça, ça marchait, est-ce que ça marcherait pas sur moi? Là il a été en difficulté sur ça, pourquoi? Et finalement les patients, au travers de ça, pendant le séjour, vont se donner énormément d'astuces aussi à eux, de retours d'expérience, positives et négatives, hein. Toute expérience est bonne à prendre, qui vont aider le patient à dire je suis pas seul. Ça va contribuer à la non-dévalorisation de lui-même, parce que souvent il est dévalorisé et l'entourage, l'extérieur a tendance à le dévaloriser. Et justement, de voir qu'il n'est pas seul et qu'il peut, sur des petits trucs, au fur et à mesure, y aller. Si bien évidemment, tu te dis mon objectif c'est de perdre 30 kilos un mois et de demain courir un marathon, voilà, moi si je reprends la course, je me dis je vais courir 1h30 tous les jours, j'y arriverai pas, toi.
faire. Donc je me vois échec. C'est clair. Alors on a Marie-Josée Emmanuel Gabriargue qui nous dit « Bonsoir, le plaisir de faire de l'activité est souvent lié à l'état émotionnel de la personne. Quel accueil je réserve à mon ressourcement ?» C'est vrai, c'est intéressant. C'est là aussi où on revient un peu sur cet accompagnement croisé, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de vouloir perdre du poids, il faut tenir compte du moment, il faut tenir compte de l'environnement, de l'état émotionnel, c'est important tout ça. Tout à fait, et c'est justement, alors je suis désolé de dire ça, mais en fait l'activité physique ça ne fait pas maigrir. Oui, mais ça, alors ça je sais, mais c'est important. Alors l'activité physique ça ne fait pas maigrir, et je suis tout à fait d'accord avec elle sur l'état émotionnel. Et bien souvent effectivement on n'est pas motivé, on n'est pas bien. Mais c'est comme faire du sport, ou bouger, avoir une activité, et ben ça va permettre justement de sortir un petit peu de ça et de se réaérer l'esprit. Moi je prends souvent un exemple, tu vois, quand je suis pas bien, et ben mon garage comme tout le monde c'est le bordel, et ben je vais mettre un coup de propre dans mon garage et je vais ranger mon bazar. Mine de rien c'est une activité physique et ça va me faire du bien. Et effectivement avec l'état émotionnel, c'est pour ça que c'est bien. Faire du sport tout seul c'est pas marrant. Faire du sport pour faire du sport, c'est pas marrant. Donc c'est quel plaisir on y trouve. Le faire à plusieurs, s'aider, parce qu'une fois que tu n'es pas motivé, eh ben, l'autre est motivé, il va t'aider. Et il va t'entraîner un petit peu, et c'est comme ça qu'on en arrive à faire. Et c'est vrai que ces petites... Alors l'activité, je reviens moi sur les balades. En fait les balades, moi ce que j'y trouve de sympa, c'est que déjà tu vois je lève un peu le nez alors que le reste de la journée je lève pas le nez. Je vois des trucs qui sont à 200 mètres de chez moi, c'est que j'avais jamais vu avant, mais tu vois au moins tu as le temps. Et puis alors je me suis rendu compte que je fais un truc que je faisais pas. Alors moi j'ai mes oreillettes pour pouvoir un peu écouter la radio, etc. Et je donne aussi énormément de coups de fil. Mais plaisant, tu vois, je donne des coups de fil à des amis, à de la famille, etc. que je ne fais pas le reste de la semaine parce que j'ai pas le temps. Et en fait, j'ai fait mon heure. J'ai marché pendant 1 heure et je m'en suis pas rendu compte. Ben voilà, tu prends le temps, il y en a, ils vont en profiter. Voilà. Ben, si c'est sûr à l'extérieur, ben, pour écouter tout simplement de la musique et profiter de la musique qu'ils écoutent. Il y en a, ben, par exemple, si c'est sur un appareil, ben, c'est là le moment, ils vont pouvoir, c'est tout con, hein, suivre une série que sinon ils ne peuvent pas suivre parce qu'il y a les enfants qui les interpellent, etc. C'est ça. Non, non, très bien, merci. Donc il faut toujours trouver un petit truc en plus qui va me motiver. Exactement, merci Marie-Josée. Mais je crois que Marie-Josée, elle est spécialisée hein, dans l'émotionnel, hein, si je ne me trompe pas. Et justement, sur la psycho, on travaille beaucoup plus sur les techniques cognitivo-comportementales qui sont des thérapies brèves et pratiques. Voilà, l'objectif, c'est pas de faire alors ce qu'on appelle l'anamnèse, donc de revenir... Surtout sur l'enfant, c'est vraiment avoir des outils. Alors, on a parlé psycho, il faut qu'on avance parce que je suis en train de me rendre compte que le temps passe et c'est très bien. Il faut qu'on parle de la psychomotricienne. Ah oui, il faut parler de la psychomotricienne parce que la psychomotricienne, les gens souvent ont une image erronée des choses. Ils voient ça sur les enfants, la capacité à bouger, la cohérence dans les mouvements, etc. Alors que non, en fait, la psychomotricienne, elle va permettre de travailler sur le patient sur ses sensations corporelles. Retrouver du plaisir avec son corps et sur son schéma corporel. Souvent, une personne obèse, eh ben, elle va détester son corps. Parce que son corps, ça lui renvoie une image négative. Avec le poids, il la fait souffrir, parce que tu as les douleurs ostéo-articulaires. Socialement, c'est la même façon, ça va lui renvoyer une image négative au travers du regard des autres. Donc, finalement, il finit par détester son corps. Détester manger, détester son corps. Et finalement, est-ce qu'on prend soin de quelque chose qu'on déteste? Et non. Et donc, alors que le corps, c'est une formidable machine, et peu importe la situation, il peut renvoyer des sensations de plaisir, de bien-être, etc. Donc, travailler là-dessus. Travailler sur le plaisir, là aussi, de bouger, de mouvement. Et ça va être aussi tout un tas de techniques autour de la relaxation ou autre qui vont permettre aux patients de gérer les émotions. Parce que souvent, on peut manger beaucoup sur des compulsions alimentaires, sur une émotion forte. Et bien justement, là, tu peux avoir des petites techniques brèves qui vont te permettre de passer, canaliser cette émotion forte pour éviter d'être envahi. Souvent, ce qui est important avec l'obésité, tu vois, comme avec les pathologies, d'autres pathologies, nous on fait un peu le lien avec de l'addicto. Et sur le fumeur, c'est quel lien tu as au produit et pourquoi, quand est-ce que tu le prends? Eh bien, tu es stressé, eh ben, tu vas fumer tes 2 clopes d'affilée.
et tu n'es plus dans la clope plaisir. Oui, alors que vrai. finalement, sur le fond, le fumeur, il a 3 clopes plaisir, et le reste, c'est soit du réflexe, soit de la réponse à un stimulé positif, quand tu es à l'apéro avec les copains, soit négatif, quand tu as un moment de stress, un coup de pression, et tu fumes ta clope. Donc justement, tu vois, tu as ce lien. Et la psychoanalyse, ben voilà, c'est ça. Le corps est un outil agréable, est un bon outil. On prend contact avec son corps. Voilà, et le réapprécier. Alors en termes de plaisir, il y a une socio-esthéticienne aussi. Hein, c'est revaloriser son image. Hein, c'est revaloriser, c'est donner des petits trucs et astuces, travailler sur la peau, qui est un élément important, et travailler effectivement sur la revalorisation de son image. Comment est-ce que, sans se mettre en valeur, être en accord, c'est pas parce qu'on est en situation d'obésité et de surpoids qu'il faut s'interdire, et puis il y a plein de façons. C'est vraiment global. Si tu veux, dans l'obésité, tu te mets dans une spirale négative à plusieurs niveaux. C'est comment tu casses cette spirale négative pour repartir sur des choses positives et pour repartir dans une dynamique vertueuse. Et faut, grosso modo, tu es un peu sur tous les aspects de toi-même. C'est ça, c'est vrai. Tu n'es pas qu'une tête, tu n'es pas qu'un ventre, tu n'es pas que douleur. Et donc voilà, comment tu avances. Un peu possession avec plaisir de soi-même. C'est ça. Hein. Et tout n'est pas contrainte. Alors, il faut qu'on accélère un peu, mais oui. Pas grave. Il y a bien sûr dans l'équipe des infirmières. Bien sûr, donc les infirmières, elles vont être là sur l'observance du traitement, sur la gestion du diabète, sur le soin au quotidien, les infirmières et les aides-soignantes. Et les médecins. Et les médecins qui coordonnent un petit peu tout ça, qui sont sur à la fois le diagnostic, la coordination du patient, plus spécifiquement le traitement du diabète pour les patients qui sont diabétiques, et donc qui sont un petit peu les chefs d'orchestre de toute cette équipe. Bien sûr. Allez, on passe. Voilà, je vous montre ça. Non, c'est pas ça d'ailleurs que je vous montre, c'est ça. Voilà, c'est demain. C'est-à-dire que tout ce dont vous avez entendu parler là, demain on va en parler à Brive. Hein, c'est à Brive, donc c'est à la base à Brive à 18h30, conférence débat, obésité et surpoids, de quoi parle-t-on? Alors déjà, le principe là, c'est, je crois que c'est très important, donc vous pouvez venir y participer. Alors c'est vrai qu'il y a marqué à Brive ou en visioconférence. Bon écoutez, moi je vais vous dire, hein, vous venez, alors, si vraiment vous habitez à l'autre bout de la France, faites-le, mais sinon, pourquoi il faut venir? Je vais vous dire, mais parce qu'il y a Jean, déjà, et puis parce qu'il y a moi. Et oui, donc vous pouvez venir, mais il n'y a pas que nous, il y a ces fameux professionnels dont on a parlé, et là où c'est intéressant, c'est que, alors la conférence débat s'appelle obésité et surpoids, de quoi parle-t-on? Mais on est bien d'accord, Jean, demain c'est, alors je vais utiliser un mot un peu fort, mais c'est quand même une ode au plaisir. L'idée, c'est de comment on fait pour vivre son surpoids et gérer son surpoids et éventuellement le perdre, mais avec une notion de plaisir. Finalement, c'est ça, s'organiser par Harmonie Mutuelle qui nous a proposé de développer ce thème. Effectivement, c'est comment vivre en harmonie avec son obésité ou son surpoids, donc bien évidemment, donc pas laisser les choses filer, mais justement, comment est-ce qu'on arrive à reprendre un petit peu les choses en main, dans le plaisir, montrer que c'est pas si complexe. Non. Alors, honnêtement, il faut vraiment venir parce que ne vous attendez pas à ce que ce soit un truc qui dure des plombes, sur lesquels on va vous faire des grandes théories sur l'obésité, sur la médecine. C'est pas ça du tout, hein, Jean. Non, l'idée, c'est justement, c'est les professionnels du centre et de la clinique Saint-Germain qui interviennent et qui ont aussi des activités libérales par ailleurs. Et justement, c'est déculpabiliser les choses, décomplexifier les choses. Et donc, de parler sur le quotidien, leur expérience du quotidien, ce qui rencontre avec le patient, ce qu'on peut mettre en place, des petits trucs et astuces, très rapides. Et pour montrer que, voilà, c'est vrai que c'est un pas qui paraît parfois, pour des patients qui sont notamment en obésité sévère, difficile à passer, et que justement montrer que c'est possible et qu'il y a tous des dispositifs qui peuvent s'adapter à eux, à leurs contraintes, pour leur permettre de passer ça, et sans se priver, sans modifier fondamentalement sa vie. Alors moi, là aussi, je vous le conseille parce que une fois de plus, c'est un format court, 1h30, avec des petites interventions, hein, 15-20 minutes, 30 minutes. Et la bonne nouvelle, donc vous pouvez venir sans aucune crainte, c'est que donc, je vais animer, j'ai la chance, et je remercie les organisateurs de m'avoir choisi,
Mais la grande bonne nouvelle, c'est que j'ai tout compris. Donc si j'ai tout compris, tout le monde peut tout comprendre. Franchement, c'est très sympa. Alors, il y a les vidéos des diététiciennes, il y a une surprise un peu en introduction avec le docteur Laroumagne. Voilà, ça va être un moment très convivial et franchement, une fois de plus, venez poser des questions, venez, c'est ça, hein, il y aura des questions possibles. C'est l'idée. Voilà. Hein. L'objectif, comme tu dis, c'est pas de vous faire une grande leçon. On n'est pas là pour ça. Non, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Non, là, c'est vraiment un moment à partager avec des professionnels qui seront là. Et croyez-moi, c'est des professionnels qui sont extrêmement accessibles. Donc, profitez-en. Oui, Marie-Josée, il faut dédramatiser et se libérer de ces croyances limitantes. Alors, on se rapproche un peu de la fin. Pour être un peu plus précis par rapport au centre de l'obésité... et de l'URMEA, du coup. Ouais. Et de l'URMEA. C'est quoi qu'on définit par le surpoids? C'est quoi qu'on définit par l'obésité? C'est juste une question qui me venait comme ça. Alors, ça, c'est un petit peu embêtant parce que si tu veux, on est vraiment sur des normes très... Ouais. On parle d'IMC. D'accord. Donc en fait, en surpoids, quand ton IMC est supérieur à 25, d'accord. Tu es en obésité quand ton IMC est supérieur à 30 et en obésité morbide quand ton obésité est supérieure à 35. D'accord. L'avantage, si tu veux, c'est que sur le centre de l'obésité, effectivement, nos critères d'admission, c'est un IMC supérieur à 35 ou supérieur à 30 avec comorbidité, diabète, problème ostéo-articulaire, etc. Sur l'URMEA, justement, on s'est nourri de cette expérience, on a dit, ben, c'est dommage. Ça veut dire unité de réadaptation métabolique endocrinienne ambulatoire. Voilà. Donc, c'est le service qu'on a sur Brive en HDJ. Ouais. C'est justement de dire, ben, les patients, nous, au centre de l'obésité, parce que finalement, lesquels sont-ils? Ils arrivent avec un âge moyen autour de 55 ans. Parce que c'est là où les premières comorbidités apparaissent et là où on se dit, il faut vraiment faire quelque chose. Juste un truc, Jean. Les comorbidités, c'est quoi? C'est les effets induits? Les effets induits par le surpoids ou par l'obésité. Donc tu vas avoir le diabète, tu vas avoir des problèmes cardiovasculaires, bien évidemment les douleurs. Ouais, donc tu as tout un tas de quantités. Provoqué en fait par l'état initial d'obésité. Voilà, et c'est là où les gens se disent, il faut que je fasse quelque chose. Souvent c'est déclencheur. Hein. C'est ce qui est déclencheur. Souvent c'est déclencheur. Et voilà, donc et souvent ils arrivent à 56 ans parce que c'est là où tu avais les premières donc comorbidités, et puis c'est là aussi dans la vie où les enfants sont plus à l'école. Donc c'est plus toi qui t'en occupes, tu t'occupes pas encore trop de tes parents, donc tu as du temps disponible, et donc où tu t'octroies cette parenthèse de 3 semaines pour toi. Et justement l'idée, on a vu que les résultats, plus on travaillait tôt, plus c'était intéressant. Et donc c'est pour ça que sur l'URMEA, on prend à partir d'un IMC à 28, pour justement le changement de comportement, il est plus facile à faire quand on a 28, quand on n'est pas trop inscrit dans le cercle vicieux, pour justement reprendre la spirale, on va dire, un peu plus positive. Et donc, c'est pour ça. Alors, bien sûr, c'est tous les âges. Donc, Baudin est spécialisé sur les enfants de 8 ans à 12 ans. Et que ce soit sur Brive ou sur le centre de l'obésité, eh ben, on est de, grosso modo, on va dire 17, 16, 17, jusqu'à 77, 80 ans. Très bien. Alors on l'a compris, hein, on ne va pas revenir dessus, cette notion de travail avec le patient, cette notion de dédramatiser, de plaisir, hein, tout ça, on l'a dit, on le redira demain. Je voulais quand même qu'on dise un mot, puisqu'on se rapproche de la fin, sur les partenariats, parce que vous n'êtes pas un îlot comme ça sur un territoire, et je sais la valeur aussi des partenariats de façon à ce qu'on puisse avoir des cartographies, quand je parle du côté patient, des cartographies de possibilités de soins qui soient cohérentes sur un territoire. J'imagine que les partenariats tiennent en partie de ça et d'autres choses. Alors tout à fait, tu peux avoir des partenariats avec des professionnels libéraux qui vont accompagner le patient à l'issue du séjour. Tu as des partenariats institutionnels, que ce soit avec le CH Brive, avec le centre hospitalier Esquirol, le CHS Esquirol à Limoges, qui par exemple, ben justement, on est en train de travailler ensemble sur un parcours autour des troubles des compulsions alimentaires, donc pour proposer un parcours en HDJ pour ces patients, en hôpital de jour pour ces patients. On a également tout le réseau associatif, c'est essentiel. Le patient, une fois qu'il
retourne dans la vraie vie, ce qu'on appelle la vraie vie du coup, eh ben c'est bien qu'il ait cet accompagnement, qu'il puisse être avec des personnes qui sont confrontées avec les mêmes problématiques, qu'il puisse trouver des relais autour de ça, justement pour faire ensemble, le plaisir de faire ensemble. Et notamment, on travaille pas mal avec la Marguerite. La Marguerite, qu'on salue, j'espère qu'ils sont dans les parages. Ils ne se font pas connaître, mais c'est vrai qu'ils ont une grosse action autour des maladies chroniques. Autour des maladies chroniques, tout à fait. Une grosse activité autour des maladies chroniques. Oui, parce que c'est une fédération d'associations qui, justement, pour peser plus, sans mauvais jeu de mots, ne sont pas que sur l'obésité, se sont réunis. J'en profite pour passer, c'est purement personnel, c'est pas grave, un petit coucou à Corinne, voilà, qu'elle s'accroche. Et d'autres associations? Alors, il y a les réseaux comme Dialim, il y a les associations comme Rondisport, Obésité 19 en son temps. Donc c'est très important de créer ce maillage, ce tissu autour du patient. Puisque à un moment, s'il a un point un peu plus difficile, justement, de pouvoir s'accrocher, d'avoir des réseaux, et puis surtout qu'il trouve pour lui la solution, la modalité qui lui va le mieux. Nous, on va proposer des choses et lui prend ce dont il a besoin. Mais il faut l'aider à connaître toutes ces choses. C'est important aussi, c'est une véritable évolution, sans dire qu'avant c'était pas bien ou pas, et on pourrait parler de la médecine en général, mais moi je sais aussi, je connais bien Esquirol, et c'est vrai que ce positionnement aujourd'hui de dire il y a un avant l'hospitalisation, un pendant l'hospitalisation, un après l'hospitalisation, finalement c'est assez neuf, même si c'est pas tout neuf de hier, mais effectivement ça place le patient dans une position tout à fait différente. Tout à fait, et regarde, je vais prendre l'exemple justement sur les publics spécifiques, un peu qui sont en situation de handicap ou de grosses difficultés, et notamment ça c'est le partenariat qu'on est en train de travailler avec Claire Vivre, où justement eux sont spécialisés dans la prise en charge de ces patients, on va dire en situation de handicap. Et nous, notre côté sur l'obésité, donc eux vont nous apprendre à comment mieux accompagner ces patients quand ils viennent chez nous, et nous de la même façon on va leur apporter nos compétences pour eux dans leur prise en charge au quotidien, comment ils peuvent faire en sorte d'éviter les problématiques de surpoids qu'on peut parfois retrouver. Très bel établissement que Claire Vivre. Là aussi, le 8 décembre, je vous le dis tout de suite, vous l'avez en première, on y sera. Bon, allez, on ne vous en dit pas plus. Le directeur est très sympa en plus. Mais tous, ils sont très sympas tous. Moi je les connais bien aussi, ils sont très très sympas et vraiment un bel établissement, faut reconnaître. C'est même plus un établissement, c'est une ville. Ah mais c'est quasiment une ville, c'est un village, Je leur en veux pas, même s'ils m'ont recalé quand je cherche du travail, mais c'est pas grave, ça reste entre nous. Allez, on se rapproche de la fin. Je voudrais quand même pas qu'on se quitte sans qu'on parle des projets, parce que on l'a compris, à la fois le fait de bien faire ce pourquoi vous êtes là, mais aussi de vous appuyer sur l'expérience patient pour adapter, pour progresser. Tu l'as dit, il y a l'avantage un petit peu, il y a l'ambiance de la médecine publique, et puis à la fois ce côté, alors on va dire privé, ça ne veut pas dire que c'est en opposition, mais en tout cas cette dynamique que l'on pourrait attribuer au privé, et qui donc peut-être à un moment donné générer cet esprit d'initiative et des projets à développer. Je dirais qu'il n'y a pas d'opposition, il y a une vraie complémentarité entre le public et le privé. Et surtout, ce qui va être intéressant, on parle de l'expérience patient, et pathologie chronique, le suivi. Et on a un formidable outil qui est en train de se débloquer, et notamment qui se débloque aussi économiquement parce que c'est important, qui va être la téléréadaptation et télémédecine. Je vais prendre l'exemple du centre de l'obésité. Sur nos patients, on en a 60% qui viennent du Limousin et en annexant la Dordogne, donc c'est 60%, et 40% du reste de la France. Donc justement, ça peut être des outils qui vont nous aider à favoriser le suivi de ces patients. Je te prends l'exemple sur l'Urméa. Si le patient il vient une fois par mois, ça peut lui permettre aussi d'avoir le suivi entre-temps un peu plus rapproché, pour soit de soir des petites séances que l'on propose, un petit peu comme tes vidéos où le patient peut venir dessus et suivre ça. Donc ça, c'est un projet qu'on aimerait bien mener de façon globale sur tous les établissements du pôle pour leur proposer un accompagnement sur les pathologies chroniques.
Après, toujours dans la pathologie chronique, on a un projet de plateforme sensorielle sur l'hôpital de Jour-Baudin, puisque là, on accompagne déjà déficience visuelle, et ce serait de travailler aussi sur la déficience auditive, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui existe sur le territoire. C'est vrai. On en a besoin, hein. Et comment accompagner cela? Et donc voilà, ça fait partie de quelques projets qu'on a comme ça. La filière neuro et douleur. Oui, tout à fait, parce qu'on s'est rendu compte initialement, si tu veux, c'est parti ça du centre de l'obésité, que 40% de nos patients étaient algiques. Donc avaient des douleurs, souffraient de douleurs. Et donc on a un médecin spécialisé dans la douleur qui intervient au centre de l'obésité. À Baudin aussi, par la nature, sur la rééducation fonctionnelle du rachis, il travaille sur la douleur, mais sur un autre aspect. Et donc, sur Brive, on aimerait bien pouvoir proposer un accompagnement paramédical aux patients qui sont douloureux chroniques, parce que souvent, on va être sur des consultations de douleur, pas forcément accès à tous ces professionnels, et sur ces approches, en termes d'observance médicamenteuse ou d'approches non médicamenteuses, qui vont permettre de gérer et canaliser, maîtriser les douleurs pour avoir la vie la plus normale possible. Voilà, on est au bout. Oui, ça fait 1h05 qu'on est ensemble. C'est passionnant, hein, on aurait pu passer 2 heures, hein, même plus que ça. On continue demain à partir de 18h30 à Brive. Tout à fait. Avant ça, il y a toujours la petite question. Alors, c'est la petite question de fin. Hein, je réfléchissais en t'écoutant. Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre voilà, de façon à ce que les gens aient bien ça en tête. La question qui me vient, c'est pourquoi tu es directeur d'hôpital et que tu n'es pas médecin? Parce qu'on peut. Alors, je vais faire ce que me pose la question quand un patient dit vous êtes médecin. Je leur dis non, je ne peux pas cumuler tous les défauts. Donc, j'ai déjà mes défauts de directeur. Je laisse aux médecins leurs défauts de médecin. Ça t'a jamais traversé la tête? Toi, ton truc, c'était de gérer une structure et pas forcément d'aller vers le soin. Putain, tu rentres sur la vie perso. Si tu veux, j'ai fait un diplôme et mon père est pédopsychiatre. Donc, à un moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, je ne ferai pas le même boulot que mon père, mais je ne serais pas loin. Mais ça m'intéressait vastement ce que je fais. Donc, si tu veux, effectivement, j'aime la direction et je m'éclate tout à fait dans mon boulot. J'estime que je suis une personne qui aide finalement les professionnels à pouvoir travailler, à prendre soin des gens. Je pense que moi, j'en serais pas capable. Comme je dis souvent en rigolant, moi j'ai mon CAP de médecine parce que ce qu'ils disent m'intéresse beaucoup. Mais toute proportion gardée, tu vois, c'est vraiment du CAP médecine, hein, ça va pas plus loin. On le sait, hein, il a mal vécu une partie de sa jeunesse et ce qu'il fait, mais il est très efficace comme directeur. Voilà. Non, puis comme quand tu disais, il faut travailler, il faut aller à l'école, moi je savais pas apprendre par cœur beaucoup, et la première année de médecine, c'est ça. Moi, j'aimais bien décortiquer et comprendre. Et voilà. Je sais. Ma belle-fille, elle fait ça, et vraiment, je la félicite. Jean, merci beaucoup. Merci à toi, Bruno. C'était un vrai plaisir. Écoutez, moi, je refais un gros plan sur moi. C'est pas que ce soit le plus plaisant, mais bon, c'est le plus pratique. Je vous donne rendez-vous donc demain à Brive à 18h30. Alors j'ai du mal, c'est à la base à Brive, 18h30 pour parler tous ensemble avec les professionnels. Ça c'est demain, on sera jeudi à 18h30. La semaine prochaine, on va pas être dans le domaine de la santé, quoique la semaine prochaine j'ai le grand plaisir de recevoir Sylvie Benoît, qui est directrice générale des PEP 19. On va parler handicap, en Corrèze, mais on va parler handicap et vous allez voir qu'il se passe énormément de choses. Et là aussi, une fois de plus, on va voir toute la dynamique associative dans des champs qui sont extrêmement importants. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Là, si vous voulez, vous pouvez aller manger, dormir, faire ce que vous voulez. Nous, en tout cas, on va arrêter. Merci beaucoup. Allez, un dernier gros plan sur Jean, hein, Jean Lagneau. À bientôt, Jean. Eh bien, bien sûr, avec plaisir. À demain, déjà. Salut. Allez, bonne soirée. Merci, au revoir.